Bonjour à toutes et à tous, installez-vous confortablement. On va reprendre cet après-midi. Alors ce matin, nous étions sur les projets de rénovation. Priorité à la rénovation, en tout cas dans le timing. Et puis, il se passe quand même énormément de choses dans le neuf, des transformations très importantes qui se déroulent et qui emportent toute la profession. Et donc, on va passer toute l'après-midi sur des retours d'expérience et puis une table ronde qui va poser les enjeux de la construction neuve. Petit rappel, tous les débats sont filmés. Donc, c'est aussi pour ça qu'on vous fait passer le micro au moment des questions pour que ça puisse être enregistré. Et l'ensemble des supports de présentation seront en ligne. Et donc, vous pourrez aussi vous y reporter. Pour certains supports, il y a des éléments techniques très pointus ou précis que vous pourrez retrouver. Et donc, sans plus attendre, je vais demander à nos deux intervenantes, Claire-Sophie Couetvez, directrice opérationnelle de Medieco, et puis Chloé Lévesque, directrice des consultations et innovations urbaines du groupe Launay, de me rejoindre sur scène. Vous avez la parole pour 20 minutes, et puis on pourra poursuivre tout à l'heure par des questions. À vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Très rapidement, avant de vous parler de Cléa, pour ceux qui ne connaissent pas le groupe Launay, donc aménageur et promoteur immobilier familial, indépendant, depuis bientôt 35 ans, sur 4 implantations régionales, et on a environ 1000 logements par an sur les différentes implantations, dont 200 à 250 dans les pays de la Loire. Voilà, ça donne un peu une image. C'est à peu près depuis un peu plus de 10 ans sur la métropole nantaise. Donc, pour le projet Cléa, c'est une consultation de la Samoa sur l'île de Nantes, quartier République, sur l'îlot Cléa, qui avait 2 enjeux spécifiques portés sur cette consultation: le logement et la ville à hauteur d'enfant, et la construction intégrant les filières locales et ou émergentes. Donc c'est un projet qui est sur une programmation mixte d'un peu plus de 6000 m² de SDP, avec 74 logements, dont 48 logements libres et 26 logements sociaux. On voit une crèche, une programmation en socle avec Solidarité Estuaire, et un bâtiment mixte intégrant des surfaces de bureaux et un rez-de-chaussée du commerce et de l'activité, avec une programmation orientée autour de la culture, loisirs et bien sûr autour de l'enfance, en lien avec la grande thématique portée par les enjeux de l'îlot. Donc, pour répondre à cette consultation, c'est une consultation sans maîtrise d'œuvre, donc vraiment de maîtrise d'ouvrage. Donc, on a depuis désigné avec la Samoa les architectes qui vont faire le projet, qui sont Office Zola et l'atelier Régis Roudil. Et donc, nous, pour la phase consultation, on a constitué une équipe de projet complémentaire autour de nous, dans une dynamique très collaborative dès le début de la consultation, avec l'agence Noon, qui est assistant à maîtrise d'usage, avec Caribati, BE expert des matériaux bio et géosourcés pour l'approche filière, avec le studio Catra, qui est agence de design, et avec Medieco, Claire-Sophie, qui va vous expliquer beaucoup plus en détail après tout ce qu'on a imaginé sur la partie santé et qualité de l'air dans le projet. Donc cette équipe s'est réunie autour de la volonté de concevoir un projet qui répond vraiment de manière optimale aux besoins des enfants, mais aussi des adultes. C'est une démarche très inclusive, mais il y avait ce prisme de l'enfant qu'on voulait faire apparaître dans le projet, en changeant un peu notre regard, notre hauteur de vue, et en ayant la volonté d'avoir un parcours complet de l'enfant, depuis son entrée dans l'îlot, dans le cœur d'îlot, les communs, et jusqu'à son logement. Et donc une approche de bien-être, de santé globale et d'épanouissement vraiment pour l'enfant au sein du projet. Donc, je vais vous détailler un peu ce qu'on a imaginé au global, pour ensuite rentrer dans l'aspect plus biosourcé, approche filière et qualité de l'air. Le studio Catra, la spécificité, c'est qu'on a, dès la phase consultation, souhaité intégrer une démarche de design pour un peu changer nos pratiques, et c'est maintenant poursuivi à la phase conception. Catra est aux côtés de l'équipe de maîtrise d'œuvre et des architectes pour partager son retour d'expérience en tant que designer, ayant déjà beaucoup travaillé avec les enfants, et aussi pour alimenter le cahier des charges de conception. Donc, il y a 2 spécificités. C'est cette démarche partenariale très en amont pour avoir une architecture ludique qui vraiment reprenne le vocabulaire de l'enfance dans le projet, de manière subtile et pas caricaturale. Et il y a aussi une enveloppe qui est dédiée depuis la phase consultation spécifiquement au sujet du design dans le projet. Design des communs,
donc de qu'est-ce qui se passe dans le cœur d'îlot et dans les communs, qui sont imaginés comme des espaces augmentés, multifonctions pour que les différents publics puissent se croiser, mais aussi jusque dans son logement, parce qu'en fait, on se dit que déménager, c'était aussi une opportunité de réinterroger sa façon d'habiter son logement, de l'agencer, de l'optimiser, de mieux adapter aux différentes personnes qui habitent le logement. Ensuite, sur la démarche d'assistance à maîtrise d'usage, c'est Noun qui coordonne les différentes expertises et qui a développé sur mesure une approche de maîtrise d'usage intégrant les enfants. Donc ça passe par différents dispositifs. On a déjà mené des ateliers collaboratifs avec les enfants, il y a quelques images après, de différents âges, parce qu'en fait, quand on parle d'enfants, ce n'est pas le même besoin quand on a 2-3 ans, quand on a 6, et puis quand on est pré-ado, puis jeune adulte. Des ateliers collaboratifs, vous en verrez dans chaque expertise, mais c'est vraiment le fil rouge qui est coordonné par Noun pour impliquer les futurs habitants et les différents partenaires en fonction de leurs expertises au projet. Et quand l'opération sera livrée, il y aura donc un conseil des enfants pour les enfants qui souhaitent participer à la vie du projet et qui sera consultatif pour la partie habitante auprès du syndic de copropriété. Et enfin, c'est un suivi, comme c'est assez innovant et qu'on souhaite capitaliser dessus, qui sera fait pendant 2 ans après la réception pour accompagner cette mise en usage qui est un peu spécifique, peut-être ajuster, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas dans ce qui a été imaginé, et puis vraiment avoir un retour d'expérience sur 2 ans. Sur la partie filière bio et géosourcée, l'enjeu était fort d'innover avec les filières locales, et donc on a proposé d'innover avec un démonstrateur roseau. Donc Roseau Terre, on travaille très en amont avec la filière roseau locale. Des ateliers aussi pour sensibiliser, comprendre c'est quoi les systèmes constructifs bas carbone aujourd'hui. C'est vrai que ça s'y prête particulièrement avec les enfants, d'avoir du roseau, de la terre, de montrer qu'on peut faire des choses, que les bâtiments sont aussi faits avec de la paille. Il y a toute une approche matériaux biosourcés dans une démarche pédagogique qui sera menée avec Caribati. Et puis toute la mission d'accompagnement et de réalisation de ce démonstrateur roseau qui est encore au tout début, de savoir qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre, où, sous quelle forme, on va faire des tests et des démonstrateurs sur ce projet. Et de la même manière que pour l'approche pour Noun, avec une capitalisation dans le temps pour pouvoir diffuser ensuite les choix de constructifs qu'on aura fait et ce qu'on aura pu apprendre sur la mise en œuvre de ce matériau roseau. Et enfin, je ne détaillerai pas toute l'approche et le volet santé, parce que c'est vrai, quand on parle des enfants, je le disais, la partie santé est encore plus prégnante. C'est un sujet de vigilance de tout le monde. Et on est reparti vraiment des besoins physiologiques des enfants dans le projet pour créer ce parcours et pour qu'ils trouvent les conditions d'épanouissement et de bien-être dans le projet. Donc ça, je laisserai Claire-Sophie vous le détailler juste après. Juste un zoom sur la démarche d'AMU. Les photos du haut, ce sont les ateliers qu'on a déjà menés. Donc des ateliers avec des adultes, pour se mettre à hauteur d'enfants, projeter ce qu'on peut imaginer être utile et améliorer le parcours des enfants dans un îlot. Après, avec des enfants plus jeunes, donc à grand renfort de Lego, de mise en récit et de gabarits d'animaux qui ont des tailles et des besoins totalement différents pour se projeter un peu dans la vie ensemble et dans ce qu'ils souhaiteraient. Et enfin, avec des enfants, des adolescents, des enfants plus âgés qui ont des besoins totalement différents pour que chacun y trouve son compte et qu'on puisse vraiment avoir une modularité dans les prescriptions qui sont faites pour l'équipe de maîtrise d'œuvre. En dessous sont des images de référence, mais c'est ce que je disais, on a un volet vraiment pédagogique, implication de tous les âges dans le projet qui passent par ces ateliers thématiques dans le projet. Et un zoom sur la partie filière bio et géosourcée. Donc Caribati nous a accompagné sur vraiment la prescription des systèmes constructifs bas carbone qu'on a choisi de différencier en fonction des gabarits des bâtiments. Bon, l'adage que tout le monde connaît et pratique maintenant du bon matériau au bon endroit, mais on n'a pas les mêmes prescriptions et la même ambition portée sur les émergences et grands collectifs de l'îlot. Je suis allée un peu vite au début, mais il y a vraiment des différences de gabarits dans cet îlot. Il y a une volonté d'avoir une image, enfin une empreinte urbaine avec différents gabarits sur les logements intermédiaires et également sur l'îlot mixte bureau-logement. Et donc la terre crue, on connaît les qualités à la fois sensorielle et de régulation hygrothermique et tout ce que ça peut apporter dans un environnement intérieur. Donc c'est un élément qu'on veut développer sur le projet, notamment pour la crèche, pour les enfants en bas âge, les logements et puis les communs, sous différentes formes qu'on est en train d'étudier pour voir le plus pertinent et ce qui peut être fait à l'échelle du projet.
Le roseau qui est là vraiment, comme je disais, c'est pas autant la terre crue, il y a une filière, on commence à avoir des références. Autant le roseau, là, on part avec Kiribati sur le travail qu'ils ont pu mener déjà avec l'Association nationale des couvreurs chaumiers et le parc national régional de la Brière pour comprendre la filière et essayer de trouver des applications nouvelles ou transposées. Et enfin, la transmission, il y aura beaucoup de chantiers participatifs, mais l'idée, c'est aussi que ça se voit dans le projet plus tard. La dimension pédagogique et ludique passera aussi par des fenêtres de vérité. C'est ce que je disais, capitaliser à la fois d'un point de vue technique, mais montrer aussi que ça se voit dans le projet, qu'il y a eu ces innovations constructives qui ont été portées notamment sur le roseau. Et donc ce projet, c'est l'occasion de parler d'une prise en compte globale de la santé dans un projet de construction. Claire-Sophie. Merci Chloé. Bonjour à tous, donc, moi je suis Claire-Sophie Quedevez et on a accompagné le groupe Launay sur ce concours. Nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que quand on conçoit un projet, quand on conçoit notre bâtiment, on prenne en compte la santé des futurs usagers. Donc là, vous avez sur cette diapo un peu ce qui a été proposé. Alors aujourd'hui, la santé, elle est globalement assez connue. On sait qu'être en bonne santé, c'est prendre en compte le bien-être physique, psychique et social. Nous, on l'aborde un peu différemment et c'est ce qu'on a essayé de pousser dans le projet et ce qu'on essaye de pousser globalement dans l'ensemble des projets, c'est qu'on construit pour des gens. Donc là, Chloé a beaucoup insisté sur le fait que la thématique, elle était quand même sur les enfants. Et les enfants ont des besoins particuliers. Donc, on a poussé la santé autour d'une démarche qu'on appelle en interne Objectif Bâtiment Santé. Et en fait, c'est comment est-ce qu'on répond aujourd'hui aux besoins de chacun. Donc, vous avez 3 thématiques. Et je vais vous montrer comment est-ce qu'on a apporté des solutions à l'ensemble des thématiques. Vivre, vous avez tous des besoins vitaux. Donc la question, c'est, on a tous besoin de respirer, donc quelle qualité de l'air intérieur on va amener. Ressentir, donc c'est tout ce qui est lié au sens et au sensoriel, et chez les enfants, c'est très important. Il y a des thématiques particulières chez les enfants, notamment, comme ils sont en plein développement, il y a le toucher. Le toucher, c'est une thématique qu'on traite très peu finalement dans les projets, et on peut travailler sur sur la diversité de matériaux pour faire ressentir des sensations différentes. Et la dernière partie, on l'a appelée s'épanouir, c'est comment est-ce qu'on répond aux besoins psychosociaux. On est fait pour vivre ensemble et comment dans le bâtiment, on a différentes familles qui vont cohabiter, comment est-ce qu'on arrive à créer des moments de sympa, de cohésion sociale. Ce n'est pas le projet que vous voyez juste à côté, ce sont juste des exemples de projets qu'on peut, de conception. Et du coup, je vais y revenir. Alors, je ne vous demande pas de tout lire, ce n'est pas l'objectif. C'est juste de vous montrer qu'en fait, quand on parle de santé dans un projet de bâtiment, c'est une approche qui est extrêmement globale parce qu'on doit traiter toutes les thématiques. Aujourd'hui, quand on parle de santé, on se limite beaucoup à la santé environnementale, l'acoustique, la lumière, les champs électromagnétiques, la qualité de l'air. Mais vous voyez que finalement, c'est qu'une partie. C'est la partie vivre que vous avez à gauche. Ressentir, c'est comment est-ce qu'on va travailler sur plutôt la qualité de la lumière, sur la biodiversité, comment est-ce qu'on fait le lien entre l'extérieur et l'intérieur. Elles seront diffusées, les présentations, donc si vous voulez lire l'ensemble des petites recommandations. On peut travailler, je vais vous donner différents exemples, par exemple sur bouger, comment est-ce qu'on va inciter à l'activité physique, donc comment est-ce qu'on travaille sur les escaliers. Attention, on est pour des enfants, donc comment est-ce qu'on apporte de la lumière à hauteur d'enfant, donc on peut éclairer plus bas les escaliers. Comment est-ce qu'un enfant voit l'extérieur, travailler sur des fenêtres avec peut-être une allège plus basse pour leur donner la même perspective que nous. Donc c'est vraiment penser le projet à hauteur d'enfant, c'est ce qu'on a essayé de faire dans le groupement, c'est essayer de proposer plein de solutions qui s'adaptent aux besoins de l'enfant. Dernier exemple qu'on verra où est-ce qu'on mettra en place, l'enfant a aussi n'a pas la même relation avec l'espace que nous, et donc les portes pour lui elles sont très hautes. Comment est-ce qu'on peut faire des petites portes dans la grande porte pour rendre la chose un peu plus ludique et plus adaptée à ses besoins. Deuxième chose qu'on a poussée, tout mettre ce que ça ne suit pas. Deuxième chose qu'on a poussée sur le projet, on est quand même sur des familles. Sur ces familles, on a un impact très important de la qualité de l'air intérieur, notamment chez les enfants, puisque le poumon est en plein développement. Et donc, en plus de cette approche globale, on a poussé une démarche qualité de l'air intérieur. Qu'est-ce qu'une démarche qualité de l'air intérieur ? C'est comment est-ce qu'à chaque étape, on va intégrer toutes les actions en faveur d'une meilleure qualité de l'air intérieur. Donc, on a commencé le diagnostic. D'abord, on essaye de savoir d'où est-ce qu'on part. Donc, est-ce qu'on a une pollution de l'air extérieur ? Est-ce qu'on a une pollution de sol ? On a quand même dans la région quelques problématiques comme le radon. On peut être à proximité d'axes de trafic plus importants. Donc, on part de ce constat et à partir de là, on va proposer des solutions pour le bâtiment, savoir comment est-ce qu'on peut les traiter. Est-ce qu'on a besoin de filtrer, pas filtrer ?
Et puis, une fois qu'on a défini les grands systèmes, on va venir à chaque étape intégrer ça dans les pièces écrites, quelles exigences on peut mettre. Alors, on a parlé ventilation, mais il y a aussi toute la problématique des produits de construction, et j'y reviendrai juste après. Et on va suivre ça à chaque phase. On a une phase importante en qualité de l'air intérieur qui n'est pas assez développée aujourd'hui, c'est que la qualité de l'air intérieur, aujourd'hui, se joue quand même beaucoup sur le chantier. Beaucoup sur le chantier parce que c'est bien beau d'écrire dans des pièces écrites tout ce qu'il faudrait faire. Encore faut-il que derrière ce soit bien mis en place. Et on sait que les problématiques de maîtrise de l'humidité, elles peuvent avoir un impact sur du plus long terme sur la qualité de l'air intérieur des bâtiments. Donc on sensibilise sur le chantier, les entreprises, pourquoi est-ce que dans le CCTP, on vous a demandé telle et telle exigence. Et puis derrière, comme ça se fait de plus en plus aujourd'hui, on vient mesurer la qualité de l'air intérieur pour contrôler que le bâtiment qu'on livre, les concentrations de polluants respectent les seuils sanitaires qui sont aujourd'hui donnés par les organismes de référence. Donc vous avez l'illustration juste derrière. Et je voulais faire un petit focus sur un sujet qu'on a pas mal poussé dans le projet. Pas sujet d'actualité, enfin on en parle beaucoup, mais je pense que c'est un des sujets de demain. Et pourquoi est-ce que c'était particulièrement important dans ce projet? C'est qu'on parle d'enfant. L'enfant est dans une période de développement et il est plus sensible à tout l'environnement qui l'entoure. Et donc aujourd'hui, quand on parle qualité de l'air intérieur, on parle beaucoup de ce qu'on appelle les composés organiques volatiles, qui sont émis notamment par les produits de construction. Dans ces composés organiques volatiles, on en a qui sont un peu moins volatiles. Et c'est un peu moins volatile, ils ont souvent des caractéristiques dites perturbateurs endocriniens, et donc les enfants sont fortement exposés. Pourquoi est-ce qu'ils sont fortement exposés, notamment dans les 1000 premiers jours, d'où l'importance de travailler les lieux et de faire en sorte que les produits qu'on va mettre dans ces lieux émettent, ou en tout cas les exposent à moins de perturbateurs endocriniens. Les exposent à moins parce que le zéro perturbateur endocrinien, aujourd'hui, c'est pas possible. Donc on va essayer d'aller vraiment vers des produits plus respectueux, en tout cas, de ces émissions. Et puis, on ne maîtrise pas tout non plus, donc on a des difficultés aujourd'hui à l'accès à cette donnée sur les caractéristiques de ces produits en tant que perturbateurs endocriniens. Donc, on va mettre en place une méthodologie et essayer de travailler sur tous les produits en contact avec l'air intérieur. Je vous ai juste mis une illustration pour vous donner un peu des chiffres sur cet enjeu. Vous voyez, aujourd'hui, pourquoi est-ce que je vous dis qu'on ne peut pas aller vers du zéro perturbateur endocrinien ? Parce qu'on a 300 perturbateurs endocriniens, substances classées perturbateurs endocriniens qui sont identifiées aujourd'hui en France. Il y en a eu 1000 d'étudiés et il y a 10 000 substances qui sont enregistrées. Donc vous imaginez, sur les 300, on a encore beaucoup à étudier, donc on manque d'informations. Mais avec les informations qu'on a aujourd'hui, il faut déjà essayer de pousser ce sujet, notamment... alors c'est vrai que les bureaux aussi, c'est important, mais comme là, on conçoit notamment une crèche et du logement, on a forcément plus d'enfants, donc on va essayer de pousser plus loin le curseur. Comment est-ce qu'on fait? Donc là, on est vraiment concrètement dans la pratique. Alors c'est long et fastidieux, hein. C'est pas une partie de plaisir forcément, mais en tout cas, on est obligé de passer par là. Quand on a des produits de construction, aujourd'hui, vous avez l'étiquetage qui vous renseigne sur les émissions, l'étiquette A+, ça ne nous donne pas grand-chose sur les perturbateurs endocriniens. Donc on va aller chercher les fiches de données de sécurité, donc des documents assez techniques sur la composition des produits. Et puis, il existe au niveau européen et international des listes, des bases de données qui classent les substances. Donc on va aller regarder substance par substance si elle est classée perturbateur endocrinien et dans la mesure du possible, essayer de donner des alternatives. Donc on y arrive à donner des alternatives, mais attention, quand on se lance sur ce sujet, on n'a pas forcément toutes les réponses et toutes les alternatives, donc on essaye de faire au mieux. Et donc c'est tout ce qu'on va essayer de mettre en place sur le projet, à la fois sur la partie logement et à la fois sur la crèche. Voilà globalement pour le projet Cléa. Merci beaucoup. Je voulais bien applaudir nos deux intervenantes. Et le retour d'information sur le projet lui-même, on pourra voir ça à quelle édition d'Energy Meeting? La phase conception, on fait étape par étape. D'accord. Donc dans 2 ans à peu près? Il sera livré quand on aura le retour dans 3 ans, on pourra faire. Donc si vous voulez bien, on va passer tout de suite au prochain intervenant. On aura une série de questions-réponses après la table ronde qui succédera aux prochains intervenants. Merci beaucoup Claire-Sophie et Chloé. Et donc,